Merci beaucoup. Merci à tous. C'est un grand jour. Ça devrait être amusant. Je ne sais pas, vous trouverez peut-être des raisons pour lesquelles ça ne l'est pas, mais je n'arrive pas à l'imaginer car il se passe beaucoup de choses formidables. Ça a été une semaine très forte et un week-end très fort. Avant de commencer, permettez-moi de dire quelques mots sur les événements historiques qui ont eu lieu ces derniers jours. Samedi, mon administration a contribué à négocier un cessez-le-feu total et immédiat, je pense même permanent, entre l'Inde et le Pakistan, mettant fin à un conflit dangereux entre deux nations dotées de nombreuses armes nucléaires. Et ils étaient vraiment en pleine confrontation et cela semblait ne pas vouloir s'arrêter. Et je suis très fier de vous annoncer que le leadership de l'Inde et du Pakistan a été inébranlable, puissant, mais inébranlable dans les deux cas, et que ils ont vraiment fait preuve de la force, de la sagesse et de la détermination nécessaires pour pleinement saisir et comprendre la gravité de la situation, et nous avons beaucoup aidé. Et nous avons aussi aidé sur le plan commercial. J'ai dit, allez, on va faire beaucoup de commerce avec vous. Arrêtons ça, arrêtons ça. Si vous arrêtez, on fera du commerce. Si vous n'arrêtez pas, on ne fera aucun commerce. Personne n'a jamais vraiment utilisé le commerce comme je l'ai fait, ça je peux vous l'assurer. Et tout à coup, ils ont dit, je crois qu'on va arrêter. Et ils l'ont fait, et ils l'ont fait pour de nombreuses raisons, mais le commerce en est une grande. Nous allons faire beaucoup de commerce avec le Pakistan. Nous allons faire beaucoup de commerce avec l'Inde. Nous négocions avec l'Inde. Nous allons bientôt négocier avec le Pakistan. Et nous avons empêché un conflit nucléaire. Je pense que cela aurait pu être une mauvaise guerre nucléaire. Des millions de personnes auraient pu être tuées. Donc j'en suis très fier. Je veux aussi remercier le vice-président Vance et le secrétaire d'État Rubio pour leur travail et leurs efforts. Ils ont travaillé très dur là-dessus. Nous avons aussi, comme vous le savez, créé une situation où les Houthis, pour la toute première fois, ont cessé le feu et ont fait savoir qu'ils n'allaient plus tirer sur des navires américains ni tirer sur des Américains. C'était un tir nourri qui a duré environ 50 jours. Et comme vous le savez, ils sont en guerre en gros depuis toujours, mais ces 10 dernières années, ils ont été particulièrement difficiles pour d'autres pays. Personne n'a pu faire ce que nous avons fait, mais ils ont arrêté et nous prenons leur parole pour argent comptant. Eux, leurs représentants, et eux directement ont dit « Nous ne voulons plus faire cela ». Et donc, nous en avons été satisfaits. De plus, hier, nous avons obtenu une remise à zéro totale avec la Chine. Après des discussions productives à Genève, les deux parties sont désormais d'accord pour ramener les tarifs imposés après le 2 avril à 10 % pendant 90 jours, le temps que les négociateurs poursuivent les discussions sur les questions structurelles plus larges. Et je veux vous dire quelque chose. Tout d'abord, cela n'inclut pas les tarifs déjà en place, qui sont nos propres tarifs, ni les tarifs sur les voitures, l'acier, l'aluminium ou des choses similaires, ni ceux qui pourraient être imposés sur les produits pharmaceutiques, car nous voulons rapatrier les entreprises pharmaceutiques aux États-Unis et elles commencent déjà à revenir grâce aux tarifs, car elles ne veulent pas payer des tarifs de 25, 50 ou 100 %, donc elles les rapatrient aux États-Unis. J'ai parlé à Tim Cook ce matin et il va, je pense, même augmenter ses chiffres à 500 milliards de dollars. Il va construire beaucoup d'usines aux États-Unis pour Apple et nous attendons cela avec impatience. J'attends vraiment cela avec impatience, mais les discussions à Genève ont été très cordiales, la relation est très bonne. Nous ne cherchons pas à nuire à la Chine. La Chine était très durement touchée. Ils fermèrent des usines, ils connaissaient beaucoup de troubles et ils étaient très heureux de pouvoir faire quelque chose avec nous et la relation est vraiment, vraiment bonne. Je parlerai peut-être au président aussi à la fin de la semaine. Nous avons d'autres choses en cours. Mais l'une des plus grandes choses que nous faisons, et je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais nous avons conclu un excellent accord avec la Chine, un excellent accord commercial, mais à l'origine, c'était un accord bien plus important, puis ils l'ont annulé à la toute dernière minute. Je me souviens que certains d'entre vous étaient présents lorsque cela s'est produit. Je me souviens de vous.
Nous avions un accord où ils ouvrirent leur pays au commerce avec les États-Unis. Puis, ils l'ont retiré à la dernière minute et annulé l'accord. 6 mois plus tard, nous avons conclu un accord plus modeste, mais important. Il s'agissait de 50 milliards de dollars de produits qu'ils allaient acheter à nos agriculteurs, etc. Nous avons accepté cela. Les gens pensaient que c'était 15 parce qu'ils faisaient 15. Nous avons porté le montant à 50 parce que j'avais mal compris le 15. Je croyais qu'ils avaient dit. J'ai dit, il faut que ce soit 50. Car lorsque j'ai demandé, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Mon secrétaire à l'agriculture, Sonny Perdue, a dit, Monsieur, c'est environ 15 milliards de dollars, nous demandons 15. Et j'ai cru qu'il avait dit 50. Ils sont revenus avec un accord à 15 et j'ai dit, je veux 50, vous avez dit 50. Ils ont dit, Monsieur, nous n'avons pas dit ça. Bref, en fin de compte, j'ai dit, retournez et demandez 50 et ils nous ont donné 50. Ils respectaient l'accord et on les appelait souvent pour le maïs, pour le blé, pour tout. Ils respectaient l'accord. Quand Biden est arrivé, ils n'ont plus respecté l'accord. Il n'y avait plus personne à appeler. J'appelais en moyenne une fois toutes les 2 semaines pour dire « Allez, il faut accélérer un peu ». Nos agriculteurs allaient très bien. Je leur ai dit d'acheter plus de terre et de plus gros tracteurs. C'est ce qui s'est passé. L'accord était un très bon accord, mais la meilleure partie de l'accord, c'est que nous avons ouvert la Chine. La Chine a accepté de s'ouvrir aux entreprises américaines et cela aurait été une excellente chose, je pense, pour la Chine. Ils auraient pu découvrir des choses jamais vues et acheter des produits jamais achetés auparavant. Bon, pour US, je pense que cela aurait apporté une meilleure unité entre la Chine et les États-Unis, mais ils ont annulé l'accord le dernier jour. Nous étions prêts à le signer et puis je suis devenu un peu en colère. Je me fâche. Ils annulent l'accord. L'accord est conclu. Tout était prêt à être signé et des gens s'y sont rendus. Ils sont revenus vers moi. Monsieur, ils ne veulent pas signer l'ouverture de la Chine. Nous discutons de l'ouverture de la Chine et ils ont accepté. Mais cela prendra du temps à écrire. Ce n'est pas la chose la plus facile à formaliser, mais c'est la chose la plus importante. Pas d'accord. Certaines personnes diraient que nous recevons beaucoup d'argent grâce aux droits de douane ou autres, mais vous savez, surtout si l'on ajoute ce que nous avons déjà, parce que rappelez-vous, nous touchons déjà 50% sur l'acier et d'autres choses. Ce n'est pas inclus dans ces chiffres, donc vous pouvez l'ajouter. Mais la chose la plus importante pour moi, c'est l'ouverture. Je pense que ce serait fantastique pour nos entreprises si nous pouvions entrer et concurrencer et rivaliser avec la Chine. Ce serait beaucoup d'emplois pour la Chine. Ce serait, je pense, à un moment où ils peuvent franchement avoir besoin d'emplois et c'est de cela dont nous parlons. Donc, c'est un élément très, très important à ajouter. Donc, quand Scott, je l'ai vu parler l'autre jour et je pense qu'il ne voulait pas le dire, mais j'ai dit, c'est bon de le dire. Écoutez, si nous ne l'obtenons pas, nous ne l'obtenons pas. Mais si nous ne l'obtenons pas, ce ne sera pas une chose positive. Mais si nous l'obtenons, je pense que c'est peut-être la chose la plus importante qui puisse arriver. Parce que si vous y réfléchissez, nous avons ouvert notre pays à la Chine. Ils viennent, ils ont très peu de restrictions et ils n'ont pas ouvert leur pays pour nous. Cela n'a jamais eu de sens pour moi. Ce n'est pas juste. Et ils ont accepté d'ouvrir la Chine, d'ouvrir complètement la Chine. Et je pense que ce sera fantastique pour la Chine. Je pense que ce sera fantastique pour nous. Et je pense que ce sera excellent pour l'unification et la paix. La Chine va également suspendre et supprimer toutes ces barrières non monétaires. Ils ont accepté de le faire, même si elles sont très nombreuses. Mais encore une fois, pour moi, la chose la plus importante qui est ressortie de cette réunion, c'est qu'ils ont accepté. Maintenant, il faut que ce soit mis sur papier, mais ils ont accepté d'ouvrir la Chine. Ce sera formidable pour tout le monde. Et troisièmement, je suis très heureux d'annoncer qu'Edan Alexander, un citoyen américain que jusqu'à récemment, la plupart pensaient décédé, pensaient mort, va être libéré dans environ 2 heures, en fait. Et il va être libéré sous les yeux de Steve Witkoff, qui a fait un travail fantastique. D'ailleurs, je veux juste, vous savez, je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent. Je savais que Steve
Steve avait beaucoup de talent, mais je connais beaucoup de gens très talentueux, mais il y en a un que je trouvais vraiment spécial, une personnalité particulière. En plus d'être un bon négociateur, il avait quelque chose de spécial et c'était Steve. Il connaissait très peu le sujet, qui le connaît, mais il l'a appris en environ 2 heures et il a été fantastique. Donc je veux juste remercier Steve, mais ils vont libérer Edan dans environ 2 heures à partir de maintenant ou dans la journée, disons. Et encore une fois, il pensait qu'il était mort il y a peu de temps. Ses parents sont tellement heureux. Ils sont tellement heureux. Donc, comme vous le savez, Edan est le seul citoyen américain qui a été capturé et retenu en otage par le Hamas depuis le 7 octobre 2023 et il rentre chez ses parents, ce qui est vraiment une excellente nouvelle. Pour moi, c'est une grande nouvelle. Ils pensaient qu'il était mort. Voilà. Donc, nous allons nous y rendre et nous allons voir 3 pays principaux. Vous savez tout cela, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar. La réunion de jeudi avec la Russie et l'Ukraine est très importante. J'ai vraiment insisté pour que cette réunion ait lieu. Je pense que de bonnes choses peuvent en sortir. Arrêter les fusions de sang de l'horrible, c'est un bain de sang, mais ça, 5000 de plus, c'est vraiment bien plus. J'essaie d'être conservateur. Plus de 5000 soldats russes. Ce ne sont pas des soldats américains. Ils viennent de Russie, ils viennent d'Ukraine, mais ce sont des gens, ce sont des âmes humaines et elles sont tuées à des niveaux que nous n'avons pas vus depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est chaque semaine, beaucoup de combats de drones. C'est une toute nouvelle forme de guerre et c'est violent et vicieux. Et mais voilà. J'aimerais revenir à la Chine juste une seconde. Ils sont très impliqués dans le fentanyl. Nous leur facturons, comme vous le savez, 20% parce qu'ils envoient du fentanyl dans notre pays et ils ont accepté d'arrêter cela. Et vous savez, ils seront récompensés en n'ayant pas à payer, vous savez, des centaines de milliards de dollars de droits de douane. Donc, le fentanyl devrait cesser. Il vient de Chine. C'est incroyable. Et il passe par notre frontière sud, il passe aussi par notre frontière nord, il passe par le Canada et il passe par notre frontière sud. PL plus part beaucoup plus par la frontière sud. Mais donc c'est un sujet très important pour moi parce que tout le monde dans cette salle a perdu des amis ou connaît des personnes dont des membres de la famille sont morts du fentanyl. Donc la Chine a un grand intérêt à arrêter et je les crois sur parole qu'ils vont travailler là-dessus. Je pense très sérieusement. Et une chose, quand ils s'engagent sur quelque chose, ils le font. Donc maintenant, je m'apprête à partir pour une visite historique. Certains d'entre vous viennent avec nous, comme je l'ai dit, en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis. Avant de partir, je vais signer l'un des décrets les plus importants de l'histoire de notre pays. Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu quelque chose de signé comme ça, certainement pas en ce qui concerne la santé. Rien de comparable. Je suis ravi d'être accompagné à cette occasion par le secrétaire à la santé et aux services sociaux, Robert F. Kennedy Jr., qui fait vraiment du bon travail, je dois le dire. L'administrateur du CMS, un ami à moi, le docteur Mehmet Oz, qui est un homme incroyable. Vous savez, je disais à Bobby tout à l'heure, Oz avait une émission très réussie, mais cela a nui à sa réputation parce que quand on est dans le show business, ça nuit un peu à votre réputation. C'est bon pour vous, mais en termes de professionnalisme et d'être médecin, ça nuit un peu à votre réputation. Ce gars est allé dans les meilleures écoles, était le meilleur, le top du top. Ensuite, il a fait une émission de télévision. Ça a été un succès. Il a gagné beaucoup d'argent, tout ça, mais ça lui a un peu nui. Et vous savez à qui je compare ça? Je déteste le dire, mais à une femme exceptionnelle, Jeanine Pirro. Elle a été la procureure la plus dure, la plus intelligente, peut-être de l'histoire de notre pays, de nos villes et de nos États. New York. Elle était vraiment dure, vraiment brillante. Ensuite, elle a fait une émission et les gens ne la voyaient plus de la même manière. Elle est devenue une personne du divertissement comme Oz. Oz n'est pas vraiment un homme de spectacle et elle non plus. Elle est incroyable. Elle a été l'une des procureurs les plus fortes de l'histoire de New York, très respectée, très dure. Elle s'en est prise aux trafiquants de drogue à un niveau qu'on ne voit plus aujourd'hui et je ne sais pas. J'espère qu'elle va. Elle a abandonné énormément de choses.
Elle quitte l'émission numéro 1 du câble, l'une des émissions les plus regardées à la télévision tout court, The Five, mais il reste d'excellentes personnes derrière, mais elle en était une grande partie et donc je fais le parallèle avec ça. Janine Pirot est incroyable. Le commissaire de la FDA, le Dr Marty Makary, qui a une réputation inégalée et le travail qu'il accomplit déjà est fantastique. Merci Marty. Et le directeur de l'Institut national de la santé, Jay Bhattacharya, qui, comme vous le savez, vient de Stanford, est très respecté et tous ont travaillé très dur avec nous sur ce sujet. Et la question qu'il poserait, étant un peu nouveau dans l'aspect gouvernemental, c'est pourquoi personne ne s'attaque à la question des prix des médicaments, c'est-à-dire à légalisation. Il y a un terme, cela s'appelle légalisation. Personne ne veut mentionner ce terme. Et je ne critique pas les compagnies pharmaceutiques. Je critique plus les pays que les compagnies pharmaceutiques parce qu'ils sont forcés de faire certaines choses. Mais le lobby pharmaceutique est le plus puissant dans ce pays, dit-on, le lobby des médicaments. C'est entre cela et les avocats. Ils ont beaucoup de pouvoir. Dès aujourd'hui, les États-Unis ne subventionneront plus les soins de santé des pays étrangers. Nous subventionnons les soins de santé d'autres pays où ils paient moins pour le même médicament, alors que nous payons plusieurs fois plus. Nous ne tolérerons plus l'enrichissement excessif ni la hausse abusive des prix par les grands groupes pharmaceutiques, car d'autres pays ont poussé Big Pharma à faire des choses qu'ils n'étaient à l'aise de faire. Mais ces pays s'en sont sortis comme ça. L'Union européenne a été brutale, et les compagnies pharmaceutiques m'ont même raconté des histoires. C'était vraiment brutal la façon dont ils les ont forcés, et l'Union européenne poursuit toutes nos entreprises, Apple, Google, Meta, ils poursuivent toutes nos entreprises. Au final, ils ont des juges qui sont, centrés sur l'Union européenne et ils obtiennent des compensations de 15 milliards, 17 milliards, 20 milliards de dollars et ils utilisent cet argent pour faire fonctionner leur système. Cela n'arrivera plus, ça je peux vous le dire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous avons subventionné d'autres pays à travers le monde, pas seulement en Europe, mais partout dans le monde. D'après ce que je comprends, l'Union européenne a été la plus difficile. Je veux dire, je vais vous raconter une histoire. Un ami à moi, qui est un homme d'affaires, un type vraiment au sommet. La plupart d'entre vous auraient entendu parler de lui, un homme d'affaires extrêmement brillant et névrosé, sérieusement en surpoids, et il prend le médicament pour maigrir, la fameuse injection contre la graisse. Et il m'a appelé et il m'a dit, président, il m'appelait Donald avant, maintenant il m'appelle président, donc c'est une belle marque de respect. C'est un type dur, intelligent, riche. Il fait des remarques. Il a dit, puis-je poser une question? Quoi? Je suis à Londres. Je viens de payer pour ce médicament. J'ai dit, ça ne marche pas. Il a dit, je viens de payer 88 $. Et à New York, je paye 1300 $. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, alors j'ai vérifié, et c'est la même boîte, fabriquée dans la même usine, par la même entreprise. C'est exactement le même comprimé que j'achète à New York et ici je paye 88 $ à Londres, alors qu'à New York, je paye 1300 $. C'est pourtant un excellent homme d'affaires, mais il n'est pas familier avec cette situation folle que nous avons, mais il était stupéfait. C'était juste l'une de ces histoires. Et j'en ai parlé avec les laboratoires pharmaceutiques représentés par quelqu'un de très intelligent et une bonne personne. Et nous en avons débattu pendant environ une demi-heure. Puis finalement, il a dit, parce qu'ils ne peuvent pas justifier cela, il a dit, écoute, tu m'as eu, je ne peux plus simplement. Il justifie ces absurdités depuis des années, disant, c'est pour la recherche et le développement. J'ai répondu, les autres pays devraient aussi payer pour cela, car c'est à leur avantage. C'était une chose. Les autres pays fixaient un prix, s'alignaient dessus et disaient, pas de vente sans respecter le prix. J'ai dit, partez, vous verrez qu'ils vous rappelleront, vendront produit. Maintenant, ils devront le faire. Pour la première fois depuis des années, nous allons réduire le coût des médicaments et apporter l'équité en Amérique. Les prix des médicaments vont vraiment baisser
beaucoup plus. Si vous pensez à 59, si vous pensez à un médicament qui est parfois 10 fois plus cher, c'est bien plus que les 59%. Cela dépend comment vous voulez l'analyser. Entre 59 et 80, voire 90%. Quand j'ai travaillé lors du premier mandat, si j'ai réussi à faire baisser les prix, j'étais le seul à faire baisser les prix une année. Je les faisais baisser de 2%. Là, on les fait baisser de 60, 70, 80, 90%. C'est plus mathématiquement. Les laboratoires pharmaceutiques doivent dire « Nous sommes désolés, mais nous ne pourrons plus le faire à ces pays qui ont été si durs. Ils ont été durs, désagréables. C'est du commerce. C'est du commerce. » Et l'industrie pharmaceutique est aussi très puissante et les démocrates ont protégé les laboratoires. Les démocrates, seuls les démocrates ont protégé les laboratoires. Ce sont les démocrates. Et d'ailleurs, je viens d'appeler le président de la Chambre et je viens d'appeler le chef, notre chef au Sénat, John Thune, Mike Johnson. J'ai parlé aux deux. J'ai dit, quand vous allez faire le calcul, il faudra prendre en compte deux choses. Premièrement, il faudra comptabiliser que des centaines de milliards de dollars de droits de douane vont entrer. Mais encore plus important, il faudra comptabiliser que vos coûts pour Medicaid, Medicare et, en fait, pour les produits pharmaceutiques et les médicaments vont baisser à un niveau que personne n'a jamais vu auparavant. Cela paiera pour le dôme doré. Je vois que le dôme doré est là. Vous voyez? Cela paiera facilement le dôme doré et il nous restera beaucoup d'argent. Nous avons besoin du dôme doré d'ailleurs dans ce monde. Même si ce monde est bien plus sûr aujourd'hui qu'il ne l'était il y a une semaine et bien plus sûr qu'il y a 6 mois, nous avions des gens qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, les Américains dépensent 70% de plus pour les médicaments sur ordonnance qu'en l'an 2000. Pensez-y. Notre pays a les prix des médicaments les plus élevés au monde, parfois 5, 6, 7, 8 fois plus chers. Ce n'est pas comme s'ils étaient un peu plus chers, 6 à 10 fois plus incroyable. Bien que les États-Unis, ce ne représentent que 4% de la population mondiale, les entreprises pharmaceutiques font plus des 2/3 de leurs bénéfices en Amérique. Réfléchissez. Avec seulement 4% de la population, les entreprises pharmaceutiques tirent la majorité de leurs revenus, la plupart de leurs profits des États-Unis. Ce n'est pas une bonne chose. Je pense aussi que l'industrie pharmaceutique, j'ai beaucoup de respect pour ces entreprises et ceux qui les dirigent, vraiment. Je pense qu'ils ont accompli l'un des plus grands exploits de l'histoire pour leur entreprise en convainquant les gens pendant des années que ce système était équitable. Jamais. Personne n'a vraiment compris pourquoi. Mais moi, j'ai trouvé la réponse. Pendant des années, les entreprises pharmaceutiques et les laboratoires ont affirmé que les coûts de recherche et développement étaient ce qu'ils étaient et que, sans aucune raison valable, ils devaient être supportés uniquement par l'Amérique. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Cela signifie que les patients américains subventionnaient en réalité les systèmes de santé socialistes en Allemagne, dans toutes les parties de l'Union européenne. Eux, ils étaient les plus coriaces de tous. Ils étaient durs. Et je le constate aussi dans le commerce. L'Union européenne est, à bien des égards, plus dure que la Chine. D'accord? Et nous venons juste de commencer avec eux. Oh, ils vont beaucoup céder, vous verrez. Nous avons tous les atouts en main. Ils nous ont traités de manière très injuste. Ils nous vendent 13 millions de voitures. Nous ne leur en vendons aucune. Ils nous vendent leurs produits agricoles, nous ne leur en vendons pratiquement aucun. Ils n'acceptent pas nos produits. Cela nous donne tous les atouts et c'est très injuste. Donc ils vont devoir payer plus pour les soins de santé et nous allons devoir payer moins, c'est tout. Car c'est mondial, pas seulement l'Union européenne. Les chiffres pour la compagnie d'assurance santé ne sont pas aussi mauvais que vous pourriez le penser. Je pense que les compagnies d'assurance santé devraient gagner à peu près le même montant. Je ne pense pas qu'ils ne devraient pas être très affectés. C'est juste une redistribution de la richesse où ça pourrait être le même chiffre d'affaires, mais il sera réparti différemment.
L'Europe va devoir payer un peu plus, le reste du monde va devoir payer un peu plus et l'Amérique va payer beaucoup moins, encore une fois, parce que nous, c'est une population bien plus petite quand on pense à l'ensemble du monde. Donc, en gros, ce que nous faisons, c'est égaliser. Il y a un nouveau mot que j'ai inventé, qui je pense est probablement le meilleur mot, nous allons égaliser, ou nous allons tous payer la même chose. Nous allons payer ce que l'Europe va payer, nous allons tous payer. Maintenant, il se peut qu'il y ait certains pays dans le besoin et je serai prêt à faire un sacrifice pour cela et à les aider. Mais cela s'appelle la nation la plus favorisée. Nous allons payer le prix le plus bas qui existe dans le monde. Nous obtiendrons le prix le plus bas payé par quelqu'un. C'est ce prix-là que nous aurons. Alors souvenez-vous de cela. Nous ne paierons donc plus 10 fois plus qu'un autre pays. Quiconque paie le prix le plus bas, nous regarderons ce prix et nous dirons, c'est ce prix que nous allons payer. La nation la plus favorisée, c'est ça. Un médicament contre le cancer du sein coûte aux Américains plus de 16 000 $ la bouteille, mais ce même médicament, fabriqué dans la même usine par la même entreprise, coûte 1/6 de ce prix en Australie et 1/10 de ce prix en Suède. 1/10 pour le produit, identique. Un médicament courant contre l'asthme coûte presque 500 $ ici en Amérique, mais coûte moins de 40 $ au Royaume-Uni. Donc 40 $ au Royaume-Uni. C'est là que ce monsieur m'a dit qu'il avait payé une petite somme pour son injection. Mais réfléchissez à cela, 40 $ contre 500 $ ici. Et ce n'est même pas le pire, il y a des exemples bien plus graves. Et le médicament pour la perte de poids, Ozempic, coûte 10 fois plus cher aux États-Unis que dans le reste du monde développé. 10 fois plus cher. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? On se fait avoir. Nous n'avons eu aucun président l'ayant fait et personne ne connaissait le système. J'ai bien appris ce système. Je trouve injuste cela. Profite à Obamacare. Obamacare est un échec. Ce n'est pas un bon système de santé. Ça fonctionne car je l'ai fait fonctionner. J'avais l'obligation de le faire fonctionner ou l'obligation de le laisser mourir. J'ai choisi qu'il fallait le faire fonctionner. J'ai dû le rendre aussi bon que possible et j'avais le choix. Je pouvais le laisser échouer ou le rendre aussi bon que possible. Aussi bon que possible signifie que ce n'était toujours pas très bon, mais il a survécu et nous avons fait ce qu'il fallait. Mais cela fait que tout fonctionne. Et je ne veux pas qu'un mauvais système de santé fonctionne, simplement parce que j'ai pu faire baisser le prix des médicaments de 80% ou 90%. Donc, nous allons peut-être trouver quelque chose. Je pense que cela donne aux républicains une chance de vraiment proposer un système de santé bien meilleur qu'Obamacare et pour moins d'argent, ce qui serait possible si vous travailliez là-dessus avec le Congrès. Mais je tiens à dire que les démocrates auraient pu faire cela il y a longtemps. Ils se sont battus comme des fous pour les compagnies pharmaceutiques et savaient qu'ils faisaient le mauvais choix et ça va être très difficile. Je disais justement aux leaders et au président de la Chambre que il va être très difficile pour les démocrates de voter contre ce grand et magnifique accord. Les plus grandes baisses d'impôts de l'histoire, tout est exceptionnel, mais maintenant vous avez aussi la question des prix, des médicaments parce que cela va être inclus. Cela change complètement la donne du point de vue de l'évaluation. Je viens de leur dire, je les ai appelés à ce sujet, j'ai dit, je vais faire quelque chose de vraiment monumental, vous devrez l'évaluer, mieux vaut prévenir vos équipes, cela va bien se présenter dans les chiffres, et puis ajouter. Aussi des centaines de milliards de dollars de droits de douane à votre liste, mais aussi important que soient les droits de douane, ceci est quelque chose qui a un impact immédiat. Il y a 5 ans, j'ai signé un décret pour affronter ce désastre, mais ce n'était qu'une réponse partielle. C'était une bonne confrontation, mais jamais à ce niveau-là. Il a fallu un certain temps aux gens pour comprendre un système très complexe, mais Joe Biden, sans aucune connaissance de ce qu'il faisait, a mis fin à la politique, puis a fait semblant de négocier sous un nouveau système. Et puis, regardez, 5 des 10 médicaments qu'il a négociés sont maintenant plus de 200% plus chers en Amérique que dans le reste du monde, et bien plus chers qu'avant même qu'il ne s'en mêle. Beaucoup plus chers qu'au moment où il s'en est mêlé. Le plan de Joe Biden était, comme vous le savez parce que vous en avez parlé, même si vous ne le dites pas très fort, un très grand échec, tout comme l'a été l'ensemble de sa présidence.
Premièrement, je demande aux représentants du commerce américain et au département du commerce d'ouvrir des enquêtes sur les pays étrangers qui font du chantage aux entreprises pharmaceutiques en bloquant leurs produits, à moins qu'elles n'acceptent des montants planchers très bas pour leurs produits, ce qui transfère injustement le fardeau des coûts sur les patients américains. Et nous allons examiner cela de très près. La chose la plus importante que nous allons faire, c'est dire à ces pays, comme ceux représentés par l'Union européenne, que ce jeu est terminé, désolé, et s'ils veulent jouer au plus malin, alors ils n'auront plus le droit de vendre de voitures. Aux États-Unis, c'est un sujet très important, et ils ne joueront pas au plus malin parce que je défendrai les entreprises pharmaceutiques sur ce point. L'Union européenne et d'autres pays leur ont imposé un prix. Voilà ce que vous faites. Voilà ce que nous allons payer. Nous ne paierons pas plus. Que l'Amérique paie la différence parce qu'il y avait un gros manque à gagner, que l'Amérique paie. Et c'est ce que nous faisions, mais nous ne le ferons plus. Ensuite, mon administration garantira ce que nous appelons la tarification des médicaments selon la clause de la nation la plus favorisée. Le principe est simple. Quel que soit le prix le plus bas payé pour un médicament dans d'autres pays développés, ce sera le prix que les Américains paieront. Nous utilisons le terme « autres pays développés » car certains pays ont besoin d'aide supplémentaire, c'est bien. Certains prix de médicaments sur ordonnance seront réduits immédiatement de 50 à 90 %. Big Pharma respectera ce principe où nous utiliserons le pouvoir du gouvernement fédéral pour garantir que nous payons le même prix que les autres pays. Pour accélérer ces restrictions et baisses de prix, mon administration éliminera aussi les intermédiaires. Nous allons totalement éliminer les fameux intermédiaires. Personne ne sait qui ils sont. Cela fait 25 ans que j'entends ce terme. Je ne sais pas qui ils sont, mais ils sont riches. Nous allons éliminer les intermédiaires et faciliter la vente de médicaments au meilleur prix aux Américains. C'est important. Ils doivent faire ça. Ils sont pires que les compagnies pharmaceutiques. Ils ne fabriquent même pas de produits et ils gagnent une fortune. Parce que ce sont des gens d'affaires très intelligents. Si les entreprises ne font pas de progrès vers le prix du pays le plus favorisé, ce que nous exigerons, je perds mon temps à en parler. Nous allons l'exiger. Nous aiderons les compagnies pharmaceutiques avec d'autres nations qui échangent avec nous, comme la Chine en avait besoin. Elles ont aussi besoin de nous. Nous ferons tout ce qu'il faut avec le commerce, comme nous avons fait de grandes choses avec l'Inde et le Pakistan, ce qui a aidé la situation très tendue. On aurait pu perdre des millions de personnes, je veux dire de très nombreux millions de personnes. Et eux, ils veulent faire des affaires avec l'Amérique, mais nous n'avons jamais utilisé notre pouvoir de cette façon. Nous n'avons jamais su comment faire, ni eu de personnes qui savaient le faire. Nous ouvrirons le marché américain à l'importation de médicaments d'autres pays pour baisser les prix. Et, si nécessaire, nous enquêterons sur les compagnies pharmaceutiques et sur les pays qui font cela et nous l'ajouterons au prix que nous leur facturons pour faire des affaires en Amérique. En d'autres termes, nous l'ajouterons aux tarifs douaniers s'ils ne font pas ce qui est juste, c'est-à-dire que tout le monde devrait égaliser, tout le monde devrait payer le même prix. Les groupes d'intérêt particuliers n'aimeront peut-être pas cela, mais le peuple américain l'approuvera. Je veux dire, je fais cela pour le peuple américain. Je fais cela contre le lobby le plus puissant du monde, le lobby des médicaments, mais c'est l'un des décrets les plus importants jamais signés pour la santé dans l'histoire de notre pays. Et c'est un honneur d'y participer. Et j'aimerais demander à Robert F. Kennedy de dire quelques mots, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. C'est une journée extraordinaire. C'est un sujet dans lequel, vous savez, j'ai grandi. Le Parti démocrate et tous les grands leaders démocrates, depuis 20 ans, font cette promesse au peuple américain. C'était le point central des campagnes de Bernie Sanders à la présidence. Il allait éliminer cette disparité entre l'Europe et les États-Unis. Mais il s'avère qu'aucun d'entre eux ne l'a fait. C'est l'une de ces promesses que les politiciens font à leurs électeurs en sachant qu'ils n'auront jamais à la tenir. Et la raison pour laquelle ils n'auront jamais à le faire, c'est parce qu'ils savent
que le Congrès est, à bien des égards, contrôlé par l'industrie pharmaceutique. Il y a au moins un lobbyiste pharmaceutique pour chaque membre du Congrès, chaque sénateur au Capitole et chaque membre de la Cour suprême. Selon certaines estimations, il y en aurait même 3. Les entreprises pharmaceutiques, l'industrie elle-même, dépensent 3 fois plus que le deuxième plus grand groupe de pression pour faire du lobbying. Donc, c'était un sujet dont on parlait, mais personne ne voulait rien faire parce que c'était radioactif. Ils savaient qu'il était impossible de le faire passer au Congrès. Nous avons maintenant un président qui est un homme de parole, qui a du courage. Le président Trump recevait aussi de l'argent de l'industrie pharmaceutique. Je crois qu'ils vous ont donné 100 millions de dollars. Mais il n'est pas achetable, contrairement à la plupart des politiciens de ce pays. Et il est ici pour défendre le peuple américain. Je ne sais pas, vous savez, il y a des auteurs comme Lord Elizabeth Warren ou Robert Reich qui disent que le président Trump est du côté des oligarques. Il n'y a jamais eu de président plus disposé à tenir tête aux oligarques que le président Donald Trump. Et je suis très, très fier de vous, monsieur le président, pour votre courage. Je dirais, parce que je ne veux pas être vulgaire, votre force de caractère, votre colonne vertébrale solide et votre volonté de défendre le peuple américain. Nous représentons 4,2% de la population mondiale et notre pays représente 75% des revenus des entreprises pharmaceutiques. Nous dépensons dans notre pays 1 126 $ par habitant pour les médicaments. En Grande-Bretagne, ils dépensent environ 240 $. Ils dépensent 1/5 de ce que nous dépensons. Et c'est vrai dans toute l'Europe. Et les entreprises pharmaceutiques, les Européens, si vous leur demandiez, ce qu'ils disaient n'avait aucun sens. L'Amérique doit payer pour cette innovation, sinon elle n'aura pas lieu. Ce que le président Trump dit à nos partenaires européens, c'est ceci. Vous devez augmenter le montant que vous payez pour ces médicaments et assumer votre part de l'innovation. Les États-Unis ne subventionnent plus cela. Si les Européens augmentèrent le prix de leurs médicaments de seulement 20%, cela représente 10 000 milliards de dollars. Cet argent peut être investi dans l'innovation. Et la santé de toutes les populations partout dans le monde va s'améliorer parce que nous aurons de meilleurs produits. Donc, je suis vraiment reconnaissant d'être ici aujourd'hui. Je n'aurais jamais pensé que cela arriverait de mon vivant. J'ai quelques enfants qui sont démocrates, de grands fans de Bernie Sanders. Et quand je leur ai dit que cela allait arriver, ils avaient les larmes aux yeux parce qu'ils pensaient que cela n'arriverait jamais de notre vivant. Et nous avons enfin un président prêt à défendre le peuple américain. Merci. Et le docteur Oz. Merci, secrétaire Kennedy. C'est le décret exécutif le plus puissant jamais pris dans l'histoire de notre nation concernant le prix des médicaments et les soins de santé. Et cela n'arrive que parce que nous avons un président avec la force, le courage de faire face aux critiques acerbes et au lobbying. C'est ce qui va se produire dès que les gens entendront parler du décret exécutif. Au nom de l'enfant à Philadelphie qui souffre d'une maladie auto-immune et doit prendre un médicament à 1 000 $ par mois ou de la femme âgée. À Los Angeles qui prend un anticoagulant et ne peut pas se permettre son ticket modérateur. Je tiens à remercier le président Trump. Que Dieu vous bénisse d'avoir eu le courage d'affronter cette industrie. Merci, monsieur. Parlons donc un peu des détails. Et il s'agit principalement d'égalisation. Comme l'a dit le président Trump, il s'agit d'équité. Pensez à l'OTAN comme à une métaphore. Le président Trump a dit « Vous devez payer un peu plus afin que cela ait du sens pour nous tous ». Ils ont répondu et les pays européens ont contribué. Nous pensons que la même chose se produira ici. La plupart des personnes qui se sont penchées sur ce processus s'accordent à dire qu'il est clairement injuste de tolérer les chiffres que le secrétaire Kennedy et le président Trump vous ont présentés. Sur ce graphique, à ma gauche, figure la liste des 10 médicaments qui ont été négociés dans l'IRA. Encore une fois, il s'agit du projet de loi, de la loi qui régule. Un processus de négociation, c'est le meilleur prix que l'administration Biden a pu obtenir. Et si vous regardez ces chiffres, ils reflètent en réalité combien au-dessus du prix de la nation la plus favorisée, les États-Unis payaient. Donc celui qui est le plus proche de moi, Bob, tu peux montrer aux Jordaniens, celui qui est le plus proche de toi, 289%. Cela signifie qu'en Amérique, nous payons 4 fois plus
que ce que ce médicament coûte dans d'autres pays. 100% est la base, c'est 289% au-dessus. Puis, nous payons 50% de plus que les autres pays. Voilà l'éventail. Comme l'a souligné le président Trump, la moitié du temps, nous payons 3 fois plus que dans d'autres pays. C'est insensé pour le système. Cela dit, le président Trump a répété et le secrétaire Kennedy l'a souligné, nous voulons de l'innovation, nous voulons notre technologie. Nous voulons que les acteurs fassent tout pour trouver les meilleures solutions, afin de développer des médicaments qui guérissent autant de personnes possible en Amérique et dans le monde. En amenant nos alliés à payer un peu plus, comme ils le devraient, et auraient dû le faire depuis des années, cela corrigera un problème dégénéré. En procédant de façon réfléchie et efficace, nous pourrons remettre l'industrie pharmaceutique à flot. Ces emplois resteront productifs, continueront à guérir le cancer ou d'autres maladies qui frappent l'humanité. L'Amérique restera le leader dans ce domaine. Mais nous paierons le montant approprié, ajusté à la juste mesure pour ces tâches. Au cours des 30 prochains jours, nous 4, avec les personnes debout au fond de cette salle, allons approcher les entreprises pharmaceutiques pour discuter du prix de la nation la plus favorisée que nous souhaitons en nous basant sur les meilleures données. Nous attendons une discussion avec ces dirigeants d'entreprise dont beaucoup nous avons rencontrés. Discrètement, ils seront d'accord, le système n'est pas juste. Ce sont des patriotes américains. Ils veulent ce qui est juste. Mais le fait que, de mon vivant, comme l'a dit le secrétaire Kennedy, pour la première fois, nous ayons une approche réfléchie et déterminée. C'est grâce au président Trump qui s'attaque aux intérêts particuliers. Je pense que cela devrait donner confiance à tous les Américains, car cette administration défend l'équité et peut calmer les tensions. Pour ceux qui pensent pouvoir nous détourner de notre étoile polaire, qui est de prendre soin du peuple américain. Monsieur le Président, que Dieu vous bénisse. Jay, voulez-vous prendre la parole ensuite? J'enseigne, donc, l'économie à Stanford ainsi que la politique de santé. Et il y a une chose vraiment simple en économie. Lorsque vous avez une différence de prix persistante pour le même produit entre deux pays, c'est qu'il y a quelque chose de profondément anormal. Et ce que le président Trump a fait est une mesure historique qui aurait dû être prise il y a longtemps. Ce que nous allons faire, c'est nous assurer que ces prix deviennent beaucoup plus proches de l'égalité, comme on s'y attendrait dans un marché concurrentiel. Actuellement, ce qui se passe, c'est que le peuple américain subventionne, dans une très large mesure, les efforts de recherche et développement des entreprises pharmaceutiques du monde entier, par les prix plus élevés que nous payons. Avec ce nouveau décret, l'Europe va partager ce fardeau. Et en fait, on pourrait penser que, d'une certaine manière, cela s'attaque aux entreprises pharmaceutiques. En réalité, cela aide les entreprises pharmaceutiques. Parce que ce que nous allons aussi faire avec ce décret, ce que le président Trump a fait avec ce décret, c'est qu'il a dit au gouvernement européen, écoutez, si vous profitez des entreprises pharmaceutiques en les forçant à pratiquer des prix très bas, nous allons défendre les entreprises pharmaceutiques américaines en Europe. En même temps, nous défendons le consommateur américain qui a payé des prix bien trop élevés pendant bien trop longtemps. Je peux remonter sur des décennies pour citer des rapports du Congrès, puis des rapports gouvernementaux encore et encore, faisant état de prix des médicaments extrêmement élevés, bien plus élevés que dans le reste du monde. Et rien n'a été fait à ce sujet jusqu'à maintenant. Fier, président Trump, que vous ayez accompli cela. Fier de cette initiative, impatient de poursuivre le travail. Merci beaucoup, Jay. Merci, Monsieur le Président. Au nom des nombreux médecins avec qui j'ai discuté de ce sujet précis, merci d'avoir pris le taureau par les cornes. Des présidents des deux bords en ont parlé, l'ont évoqué, ont dit qu'ils voulaient le faire. Mais vous avez eu le courage de le faire. Merci. Je suis chirurgien oncologue à Johns Hopkins depuis 22 ans et j'ai vu des patients souffrir. Nous n'avons pas prêté serment pour soigner des patients et ensuite les regarder voir leur vie ruinée financièrement, leur maison, leurs prêts immobiliers, leur retraite partir en fumée, avec des campagnes GoFundMe en collectant des fonds auprès de communautés religieuses, de synagogues et d'amis qu'ils n'avaient pas vus depuis 20 ans pour essayer de réunir des fonds. Pourquoi? Pour un système où les Américains se font arnaquer, en payant des prix 10, 12, 15 fois plus élevés que ceux que l'on voit dans d'autres pays. Le problème fondamental dans la santé, c'est que nous avons eu des marchés non concurrentiels. On peut faire de petites choses à la marge ou transformer ces marchés en marchés. Acheter une voiture ordinaire pour 175 000 $ et ensuite apprendre que des gens à Londres l'achètent pour 10 000 $ tous les jours, toute la journée. C'est ça la folie de ce système. Nous ferons tout notre possible à la FDA pour soutenir ce décret. C'est une transformation,
Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup à tous. C'est un jour très important. À bien des égards, nous allons commencer avec les Houthis au Pakistan, en Inde, nos actions avec la Chine, l'accord commercial, le Royaume-Uni et d'ailleurs de nombreux autres accords sont en train d'arriver en grand nombre. À un moment, nous fixerons le prix parce que nous savons où nous en sommes. Nous fixerons le prix. Mais le commerce mondial va être formidable et notre pays va gagner beaucoup d'argent. Les impôts vont baisser. Les impôts vont baisser de façon très, très significative. Mais si vous regardez tout ce que nous avons accompli, et aujourd'hui, je m'apprête à partir, nous allons voir ce que nous allons faire concernant l'Iran. Je pense qu'il se passe aussi de très bonnes choses là-bas, d'ailleurs. Je ne peux pas avoir d'armes nucléaires, mais je pense qu'ils parlent de façon intelligente. Nous sommes en train de discuter avec eux et en ce moment, ils agissent. Ils sont très intelligents. Nous voulons que l'Iran soit prospère, merveilleux, heureux et grand, mais ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. C'est très simple. Donc, je pense qu'ils comprennent que nous sommes sérieux, que je suis sérieux. Je pense qu'ils sont très raisonnables jusqu'à présent. Et n'oubliez pas, jeudi en Turquie, le président Erdogan va être un excellent hôte et nous faisons du travail avec lui. D'ailleurs, cela concerne aussi la Syrie. Nous devons prendre une décision sur les sanctions que nous pourrions lever. Nous pourrions les retirer pour la Syrie car nous voulons leur donner un nouveau départ. Mais le président Erdogan m'en a parlé. Beaucoup m'en ont parlé car la façon dont nous les sanctionnons ne leur donne pas vraiment la possibilité de repartir. Donc, nous voulons voir si nous pouvons les aider. Nous allons prendre cette décision, mais je pense que vous allez avoir une bonne réunion. Il y a le potentiel pour une bonne réunion alors qu'une réunion n'était même pas prévue. J'ai insisté pour que cette réunion ait lieu et elle a bien lieu. Et je pense que vous pourriez obtenir un bon résultat de la réunion de jeudi en Turquie entre la Russie et l'Ukraine. Je crois que les deux dirigeants devaient être présents. Je prendrai l'avion. Je ne sais pas où je serai jeudi. J'ai tellement de réunions. Mais j'y pensais, en fait. Prendre l'avion jusque là-bas, c'est possible si je pense que les choses peuvent avancer, mais il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on sauve 5000 vies par semaine. 5000 vies, c'est plus que ça. C'est pire que ça. Et quand on voit les images satellites, les photographies du champ de bataille avec des bras, des jambes et des têtes éparpillées partout, séparées de 30 mètres des corps, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, nous travaillons très dur pour voir si nous pouvons mettre fin à ce bain de sang. Bon, il ne devrait pas y avoir trop de questions. Cela a déjà été assez bien couvert. Ces droits de douane vont-ils remonter à 145 %? Non, ils augmenteraient considérablement. À 145 %, on est dans une logique de découplage car plus personne n'achètera. Ils peuvent monter. Ils sont très élevés à cause des droits de douane supplémentaires, du fentanyl et d'autres choses. Mais ils augmenteraient de façon considérable. Je pense cependant qu'il y aura un accord. Eh bien, je pense que ce qui se passe avec l'avion, c'est que nous sommes très déçus que Boeing mette autant de temps à construire un nouvel Air Force One. Nous avons une armée de l'air, une armée qui a 40 ans. Comparé au nouvel avion d'une stature équivalente à l'époque, ce n'est même pas comparable. Regardez certains des pays arabes encore et les avions qu'ils ont garés à côté de celui des États-Unis d'Amérique. On dirait qu'ils viennent d'une autre planète et c'est près de 40 ans, il y a peut-être même plus de 40 ans maintenant. Et quand je suis arrivé, j'ai signé un ordre pour qu'il soit construit. J'ai repris le dossier de l'administration Obama. Ils avaient initialement donné leur accord. J'ai réussi à faire baisser le prix de façon significative. Et puis, quand l'élection ne s'est pas exactement déroulée comme elle aurait dû, beaucoup de travaux n'ont pas été réalisés sur l'avion parce que beaucoup de gens ne savaient pas qu'ils avaient fait des ordres de modification. C'était tellement stupide, tellement ridicule. Et au final, ça a été un vrai désastre, un vrai gâchis. Et quand je suis revenu, j'ai dit, au fait, qu'est-ce qui se passe avec les Boeing qui arrivent? Eh bien, monsieur, ils ont beaucoup de retard, vraiment beaucoup de retard. Ils étaient très en retard. Encore un autre problème que j'ai hérité de Biden,
et il va falloir attendre un certain temps avant de les recevoir. Et je pense que le Qatar, qui, en réalité, nous les avons beaucoup aidés au fil des années en matière de sécurité et de sûreté, je pense que vraiment, j'ai beaucoup de respect pour la direction et le dirigeant du Qatar. Et je pense qu'ils étaient au courant parce qu'ils achètent des Boeing. Ils achètent beaucoup de Boeing. Et ils étaient au courant et ils ont dit qu'ils aimeraient faire quelque chose et, si possible, obtenir un 747 en contribution pour notre département de la Défense pour l'utiliser pendant quelques années, le temps qu'ils construisent les autres. Je pense que c'était un très beau geste. Maintenant, je pourrais être stupide et dire « Oh non, nous ne voulons pas d'un avion gratuit. Nous offrons des choses gratuitement. Nous allons en prendre un aussi. » Et ça nous aide parce que, encore une fois, on parle d'avions qui ont 40 ans. L'argent que nous dépensons, l'entretien que nous faisons sur ces avions pour les garder en parfait état est énorme. Vous n'en reviendriez pas. Donc, je pense que c'est un geste formidable du Qatar. Je l'apprécie beaucoup. Je ne serais jamais du genre à refuser ce genre d'offre. Je veux dire, je pourrais être stupide et dire non, nous ne voulons pas d'un avion gratuit très cher. Mais j'ai trouvé que c'était un très beau geste. Et je pense que c'était un geste en raison du fait que nous avons aidé et que nous continuerons à aider tous ces pays, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar et d'autres, nous les protégeons. S'il n'y avait pas nous, ils n'existeraient probablement même pas aujourd'hui. Et je pense que c'était simplement un geste de bonne foi. Et je ne comprends pas. Un jour, ce sera comme Ronald Reagan. Il les désaffecte. Vous savez, ils atteignent un certain âge, il les désaffecte. Il ira dans ma bibliothèque, il parle de l'y envoyer dans quelques années. Mais j'ai trouvé que c'était un très beau geste. Et c'est quelque chose que Ronald Reagan avait fait. Ils ont effectivement désaffecté l'avion et il l'a mis dans sa bibliothèque. En fait, cela a rendu la bibliothèque, je crois que c'est un Boeing 707, cela a vraiment rendu la bibliothèque plus populaire. Est-ce que... Vous comptez utiliser l'avion après vos fonctions? Non, je ne le fais pas. Non. Il ira directement à la bibliothèque après mon départ. Je ne l'utiliserai pas, non. Concernant l'otage, vous avez dit que la libération de l'otage américain, Adam Alexander, est un geste de bonne foi. Pour mettre fin à cette guerre, attendez-vous des avancées, voire une annonce de cessez-le-feu pendant votre voyage au Moyen-Orient? Nous espérons aussi que d'autres otages seront libérés, comme vous le savez. Quand j'ai rencontré les otages il y a 3 semaines, qui étaient là depuis un certain temps, vous vous souvenez, les 10 personnes venues, surtout des jeunes, 1 ou 2 un peu plus âgés, ils ont expliqué les épreuves et tribulations traversées. Je veux dire, ils ont vécu un véritable enfer. J'ai demandé combien sont-ils. Ils ont répondu 59. J'ai dit c'est beaucoup. Je ne m'en suis pas rendu compte. Nous avons libéré des otages. Je pense que vous le reconnaîtrez. Ils ont dit 59, mais ensuite, ils ont précisé 59, dont 24 sont vivants. Les autres sont morts. Mais les personnes dont le fils, principalement le fils, je crois qu'il y a une fille dans ce cas, mais ce sont surtout des fils ou des maris qui sont là. Ces personnes veulent récupérer les corps des morts autant que retrouver les vivants. J'ai une mère qui... Elle m'appelle, mais elle est venue me voir la première fois que je l'ai rencontrée et m'a dit « Monsieur, s'il vous plaît, faites sortir mon fils. Il est mort, mais ils ont son corps. » Je lui ai posé des questions à ce sujet. C'est comme s'il était vivant. Le profond désir de récupérer ce corps reste exactement le même. Ça ne pourrait pas être plus fort, comme s'il était vivant. Donc, vous savez, récupérer les corps est très important. Cela pourrait être lié à la religion, on pourrait le dire, mais J'étais stupéfait par l'importance que cela avait. C'est exactement comme si le fils, le mari ou peu importe qui était vivant. Alors, ils ont dit 59. En fait, ils sont venus avec le chiffre 59 écrit sur une sorte de pancarte accrochée à leur poitrine. Ils sont venus me remercier de les avoir fait sortir et j'ai demandé, signifie 59? 59 personnes. Mais ensuite, ils ont dit, mais 24 sont vivants. Maintenant, c'est 21. Le nombre est 21. Donc, en fait, eh bien, on va récupérer Ethan aujourd'hui. On pense qu'on va l'avoir aujourd'hui. Donc, ça fait 20. Donc, ils ont 20 otages vivants là-bas. Les autres sont des corps. Le président prêt à négocier vos tarifs sur les voitures, l'acier et l'aluminium avec la Chine ou ailleurs? Eh bien, nous n'en parlons même pas. Nous faisons revenir l'industrie automobile dans ce pays.
des engagements, et pas seulement des engagements, ils ont déjà commencé la construction de nombreuses usines. Ils ont quitté le Mexique dans quelques cas. Dans certains cas, ils ont quitté le Canada. Ils ne vont pas construire au Canada. Ils vont construire ici parce que nous avons le marché et les tarifs douaniers. Ça a été incroyable. L'élection et les tarifs le 5 novembre a été un grand jour. Et en plus de ça, bien sûr, vous n'auriez pas les tarifs sans l'élection, je suppose, si on y réfléchit. Mais nous avons au moins 11 énormes usines automobiles engagées qui vont être construites, qui sont en cours de construction. Et certaines ont même déjà commencé. Nous avons aussi des rénovations, des usines existantes où ils n'utilisaient pas toute la capacité de l'usine depuis des années. Maintenant, elles sont en pleine rénovation. Elles vont ouvrir des usines complètes bientôt. Notre industrie automobile, je pense que nous aurons la première industrie. Si vous regardez le Japon et d'autres, ils réussissent énormément dans l'automobile et ils peuvent aussi le faire. S'ils veulent vendre des voitures aux États-Unis, ils doivent construire des usines là-bas. Ce sont les voitures pour les États-Unis qui m'intéressent. Et une autre chose, dans notre projet de loi fiscale, il n'y aura pas d'impôt sur les pourboires, la sécurité sociale ou les heures supplémentaires et nous accorderons aussi une déduction à ceux qui empruntent pour acheter une voiture. Si elle est fabriquée en Amérique, sinon cela ne nous intéresse pas. C'est une rencontre entre le président Poutine et Zelensky. Si Poutine ne se présente pas à ces discussions, allez-vous rejoindre l'Europe pour imposer des sanctions plus sévères au pays? Si je pensais que ce serait important pour conclure l'accord, j'ai insisté pour la réunion. Ils n'arrivaient pas à organiser une rencontre. L'un disait « cessez le feu », l'autre non. Ça n'arrêtait pas d'aller et venir. J'ai dit « écoutez, à ce stade, il faut arrêter. Allez à la réunion. » La réunion a été fixée. Allez à la réunion jeudi. Et si je pensais que cela pouvait être utile, je ne sais pas où je serais à ce moment précis. Je serais au Moyen-Orient, mais je prendrais l'avion si cela pouvait aider. Oui, allez-y. Je veux poser une question sur les réfugiés, des Afrikaners disant subir des discriminations. Dans leur pays, vont aux États-Unis. L'administration va les accueillir en tant que réfugiés. Cela intervient alors que vous avez pratiquement modifié toutes les admissions de réfugiés pour les personnes souffrant de famine à New York. Depuis des pays comme le Soudan, la République démocratique du Congo, pourquoi créez-vous un chemin accéléré vers le pays pour le Congrès, mais pas pour les autres? Parce qu'ils sont tués et nous ne voulons pas voir des gens se faire tuer. Maintenant, la direction sud-africaine va venir me voir, si j'ai bien compris, quelque part la semaine prochaine. Et vous savez, nous sommes censés avoir une réunion du G20 là-bas ou quelque chose comme ça, mais nous avons une réunion du G20. Je ne sais pas comment nous pourrions y aller, à moins que la situation ne soit réglée. Mais c'est un génocide qui se produit et dont vous ne voulez pas parler. C'est une chose terrible qui se passe. Et des agriculteurs sont tués, il se trouve qu'ils sont blancs, mais qu'ils soient blancs ou noirs, cela ne fait aucune différence pour moi. Mais des agriculteurs blancs sont tués de façon brutale et leurs terres sont confisquées en Afrique du Sud. Et les journaux et les médias télévisés n'en parlent même pas. Si c'était l'inverse, ils en parleraient. Ce serait la seule histoire dont ils parleraient. Et je me fiche de qui ils sont. Je me fiche de leur race, de leur couleur. Je me fiche de leur taille, de leur poids. Je me fiche de quoi que ce soit. Je sais que ce qui se passe est terrible. J'ai des proches en Afrique du Sud. Ils disent qu'une situation terrible se produit. Donc, nous avons essentiellement accordé la citoyenneté à ces personnes pour qu'elles puissent échapper à cette violence et venir ici. Oui. C'est drôle, j'ai dit à quelqu'un sur l'écran et elle a appuyé. Laissez la Chine s'en sortir pendant ces 90 jours. Et croyez-vous vraiment qu'ils respecteront les engagements non tarifaires? Tarifs non monétaires, ils tiendront leurs engagements. Je pense qu'ils le veulent vraiment. Je pense qu'ils veulent vraiment cet accord. Cela n'inclut pas les tarifs sur l'acier que j'ai imposés il y a longtemps. Biden a voulu supprimer ces tarifs, mais il n'a pas pu car cela rapportait trop. J'ai récupéré des centaines de milliards de la Chine, ce que beaucoup ignorent. C'est nous qui avons mis ces tarifs, sans quoi l'industrie sidérurgique aurait disparu. Maintenant, nous avons une industrie sidérurgique florissante qui va s'améliorer avec ce que... Mais cela ne les inclut pas, ni les voitures, ni les produits pharmaceutiques quand nous faisons cela. La raison pour laquelle nous faisons cela est de les inciter à revenir dans le pays. Vous savez, il y a, parce que beaucoup de gens l'oublient, mais si une entreprise comme Eli Lilly, qui investit massivement aux États-Unis, construit de nombreuses usines, ils ont déjà commencé, il y en a environ 7. Beaucoup d'usines, mais elles ne
seront pas soumises à des droits de douane. Il n'y a pas de tarifs douaniers. Donc, ils font cela. Ils reviennent tous aux États-Unis. Je vais vous dire une chose. J'espère que je pourrai en voir les bénéfices en tant que président, parce que vous savez, il faut un peu de temps pour mettre tout cela en place. Et nous le faisons dès le début de l'administration. Si vous y réfléchissez, nous avons, je crois, si vous regardez le chiffre réel, plus de 10 000 milliards de dollars engagés pour des usines et des fabriques. Aucune autre administration n'a eu un seul millier de milliards sur une période de 4 ans, même sur 8 ans. Nous avons plus de 10 000 milliards engagés d'une manière ou d'une autre en 2 mois. Il ne faut pas exagérer. Je suis là pour en entendre 3, mais accordez-moi une pause sur le premier mois. Nous voulons nous acclimater. Mais vous savez, si vous y réfléchissez, ce sont vraiment 2 mois. Et donc, en 2 mois, nous avons déjà un investissement de plus de 10 000 milliards de dollars et d'autres. Présidents n'ont pas accompli cela en 1 an, ni même en 4 ans dans certains cas. C'est sans précédent. Il n'y a jamais rien eu de tel. C'est une période excitante pour l'Amérique. Merci à tous. Monsieur le Président, êtes-vous prêt à imposer des sanctions à la Russie si Poutine n'est pas d'accord avec le délai de 30 jours? Ils vont accepter. Oui, j'ai un pressentiment. Voyons qui passe. Oui, j'ai vraiment un pressentiment. C'est encore mieux. Les négociations du budget continuent. L'administration est chargée du dialogue. Tout le monde rit du point de vue médical. Ce groupe derrière moi, je pense que c'est le meilleur groupe jamais réuni en termes de médecine. Je pense que vous allez voir une réduction énorme. Je ne pense pas. Je sais que vous allez le voir dans Medicaid et Medicaid. Cette réduction sera massive parce que les médicaments représentent 50 60 du coût. Donc, les coûts de Medicaid diminuent et les coûts de Medicaid diminuent grâce à ce que nous faisons aujourd'hui. Et ce n'est pas comme si, peut-être que ça n'arrive pas. Ça va arriver. Les autres pays n'ont pas le choix. Les pharmas diront payer plus, sinon pas de médicaments. Et elles sont prêtes à le faire. Donc, voilà. Ils doivent légaliser. Ce sont des prix de restaurant. Contrôle des prix. Dis-le. Comment réagissez-vous à cela? Ce n'est pas un contrôle des prix. Non. Ce qui était un contrôle des prix, c'est ce qu'il y avait avant, si vous voulez en parler. Le contrôle des prix, c'est ce qu'il faisait. Il nous faisait payer. Il fixait un prix et disait, voici ce que nous allons payer. Et tout autre frais, l'Amérique, parce qu'à cette époque, il y avait un président très stupide et ça a vraiment empiré pendant les 4 dernières années. Et souvenez-vous de ceci. Ce sont les démocrates qui ont permis que cela arrive. C'était eux, les protecteurs de ce système de tarification. Et je pense que ça va être très difficile. Il faudra demander aux démocrates s'ils vont voter contre l'unique, grand, magnifique accord en train d'être négocié maintenant, baisse d'impôts, etc. Nous sommes au sommet des baisses d'impôts et des réductions de régulation, tout ça. Maintenant, vous allez dire que le prix de vos médicaments va baisser de 60, 70, 80 %. Vous allez voter contre ça. Je pense que beaucoup de démocrates devront faire quelque chose que leurs dirigeants leur demanderont de ne pas faire. Voter pour le projet de loi. Je ne vois pas comment ils pourraient voter contre, alors que les prix des médicaments et produits pharmaceutiques vont baisser de 70, 80 % intéressant. Monsieur le Président, que répondez-vous à ceux qui pensent que ce jet de luxe est un cadeau pour vous? Pourquoi ne pas le laisser? ABC, fausses infos. Pourquoi pas? Ce n'est qu'ABC. Eh bien, quelques-uns d'entre vous le feraient. Laissez-moi vous dire, vous devriez avoir honte de poser cette question. Ils nous offrent un jet gratuit. Je pourrais dire, non, ne nous le donnez pas. Je veux vous payer 1 milliard, 400 millions ou autre montant. Ou je pourrais dire, merci beaucoup. Vous savez, il y avait un vieux golfeur qui s'appelait Sam Snead. Vous connaissez? 82 tournois gagnés, grand golfeur, une devise. Quand on vous accorde un putt, vous dites merci, vous ramassez votre balle et vous allez au trou suivant. Beaucoup de gens sont stupides et disent « non, j'insiste pour le mettre ». Ensuite, ils le mettent et le ratent. Et leur partenaire se met en colère contre lui. Vous savez quoi? Souvenez-vous de ça. Sam Snead, quand on vous accorde un putt, vous le ramassez, vous allez au trou suivant et vous dites « merci beaucoup ». Avec tout le respect, je suis désolée. Il pourrait nous regarder. Avez-vous déjà reçu un cadeau valant des millions de dollars et ne l'avez-vous pas accepté? Ce n'est pas un cadeau pour moi, c'est un cadeau pour le département de la Défense. Vous devriez le savoir, car vous avez déjà été embarrassé, tout comme votre chaîne. Votre réseau est un désastre, ABC aussi. Voici la facture, Bobby, qui se passe ici. C'est de ça dont vous parlez maintenant.
Merci beaucoup à tous pour votre attention et votre soutien.